Et Monsieur Puyot-Bro, vous nous avez donné l'occasion d'enchaîner parfaitement sur la deuxième table ronde qui concernera donc les HLM sur tous les territoires, avec un sous-titre qui est donc les villes moyennes, les petites villes, la métropole et le littoral, regard croisé des élus locaux et des organismes HLM sur les leviers de l'aménagement d'un territoire de rebond. Et pour participer à cette deuxième table ronde, j'appelle tout d'abord Madame Emmanuelle Cos, vous êtes l'ancienne ministre du Logement. Madame Sigrid Monnier, directrice générale de Gironde Habitat. Laurence Roued, vous êtes conseillère régionale en charge du foncier, présidente de l'établissement public foncier d'État Nouvelle-Aquitaine. Madame Emmanuelle Ajon, adjointe au maire de Bordeaux, chargée du service public du logement et de l'habitat. Ainsi que Monsieur Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze. Et Muriel Boulmier, bien entendu, vous restez à nos côtés, présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Est-il besoin de le préciser? Madame Boulmier. Oui, alors merci à tous. Et alors moi, je voulais vous dire que nous sommes évidemment ravis d'accueillir Pascal Coste au sens de la parité, parce que comme vous voyez, nous aussi, nous y sommes attachés, ce qui ne se voyait pas lors de la première table ronde. Néanmoins, tu vas bien, Pascal? Parfait. Bon, alors, l'aménagement des territoires. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse envisager la vie, l'activité, l'emploi qu'au travers d'incantations et sans réalisation véritable. Et donc, il faut quand même envisager de passer du propos à l'action et surtout avoir une vision d'efficacité. Ça fait partie de l'architecture même de notre manifeste, exactement ce que nous attendons. C'est comment nous faisons vivre ces petites villes, ces bourgs ruraux, qui sont évidemment, qui peuvent être des secteurs délaissés, qui peuvent être aussi des secteurs adjacents de villes moyennes. Comment nous faisons en sorte que, notamment, le volet habitat d'Action Cœur de Ville puisse être conforté. Et puis comment nous faisons en sorte que ce projet Petite Centralité qui nous est annoncé voit enfin le jour. Comment sera-t-il financé? Et puis, les amis, il n'est pas question de déclarer une guerre à quiconque. Mais la richesse patrimoniale de nos bourgs et villages, elle est connue. Néanmoins, nous comprenons que les ABF soient les gardiens du temple. Bien entendu. Néanmoins, qu'est-ce qu'il y aurait comme modernité si nous nous étions arrêtés au château fort du Moyen-Âge? Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait cette coproposition que nous porterons tous ensemble pour accompagner le monde rural dans la modernité qui est une promesse de développement économique. Voilà, c'est là-dessus que je souhaiterais que chacun s'exprime, parce qu'il nous semble à tous que c'est un véritable enjeu de territoire. Emmanuelle Cos, si vous voulez bien commencer en répondant donc à cette question. Comment on embarque tous les territoires finalement, alors que bien souvent on a une vision du logement social concentrée dans les grandes villes? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et je me permettrai juste, avant de répondre à votre question, de vous dire comme je suis heureuse d'avoir entendu les discours que j'ai entendus sur le besoin de régulation dans la métropole de Bordeaux. Merci, monsieur le vice-président, et je remercie Emmanuel parce qu'on en a parlé ensemble il y a 15 jours. Si je le dis, c'est parce que par le passé, j'étais un peu seule parfois à expliquer aux élus de la métropole qu'il fallait réguler. C'est pas d'ailleurs un problème, en effet, de choisir si on est pour le logement social ou le logement privé, c'est pas ça. C'est que si on ne régule pas, en fait, le marché est toujours plus fort que nous. Et il déforme totalement l'accès au logement. Et on voit bien en plus qu'avec Airbnb, c'est en train de phagocyter totalement tous nos territoires. Et on focalise beaucoup sur Paris, mais ce n'est pas tout le cas. Alors, est-ce que le logement social, on en a besoin partout? Bah oui, parce que tout simplement, du logement abordable, bien entretenu, avec des services auprès de ses locataires, on en a besoin partout. Et je pense qu'en effet, il y a, et y compris moi, c'est des désaccords que j'ai eu parfois avec des préfets. Il y a, me semble-t-il, évidemment qu'il faut mettre l'accent sur les communes qui doivent respecter la loi SRU, parce que c'est quand même une obligation qui date de 20 ans.
je remercie aussi la commune de Biarritz d'évoluer dans son discours, puisque j'ai eu avec votre prédécesseuse un clash assez fort au Congrès des architectes à Biarritz en 2016. Donc je suis très contente que ça évolue. Mais bon, ça fait juste 20 ans quand même. Hein. La loi, elle date du 13 décembre 2000. Et c'est vrai qu'on a focalisé beaucoup sur on doit faire du logement social là où c'est cher, là où c'est compliqué et tout ça. Mais dans les territoires ruraux, dans le périurbain, dans le centre-bourg, en fait, on parle en fait des 3/4 de la France, hein, la zone dite C, il y a besoin de logement social. Et notamment parce que le logement social, c'est pas que l'habitation familiale privée. D'ailleurs, le logement social, c'est nos résidences pour étudiants, jeunes actifs, apprentis. C'est loger des saisonniers, c'est répondre aux enjeux du vieillissement. Je rappelle quand même que les bailleurs sociaux gèrent plus de 50 000 places d'EHPAD à peu près. C'est les foyers de travailleurs migrants. Enfin, c'est une multitude en fait de produits, si je peux parler ainsi, qui répondent à des besoins à différents âges de la vie ou à différentes formes de ménage. Et parfois, le logement social, ce n'est pas obligatoirement un bâtiment. Parfois, il y a des élus aujourd'hui qui ont 2-3 logements sociaux dans leur commune, gérés par leur centre d'action sociale ou gérés avec un bailleur social, parce qu'ils ont besoin aussi de cette capacité à répondre à des difficultés que rencontrent leurs concitoyens. Mais ça veut dire aussi, et on le voit bien que le programme Action Cœur de Ville, qu'il faut reconnaître la place des bailleurs, qu'elle est essentielle. Parce que dans beaucoup de lieux d'Action Cœur de Ville, si vous n'avez pas un bailleur social qui est là pour porter soit un immeuble, soit un foncier, soit amener la maîtrise d'ouvrage, soit amener même le réseau intellectuel, ramener l'urbaniste, le paysagiste et l'architecte, il ne se passe rien. Et je pense que c'est ça un des enjeux aujourd'hui, c'est en fait d'arriver à ne pas opposer les territoires. La difficulté, c'est que quand on réduit les finances publiques globalement pour le logement social, bah évidemment, tout le monde se bat pour avoir un peu des subsides et donc il y a des territoires qu'on n'a pas. Et on en parle en aparté, mais le fait que beaucoup de programmes sont lancés mais ne sont pas financés, ça met en fait les territoires devant une incapacité à agir et c'est ça qui rend les choses aujourd'hui très difficiles. Madame Monnier, vous sembliez être en accord avec ce que disait Madame Cosse à l'instant. Vous êtes directrice de Gironde Habitat, votre organisme qui gère 18 500 logements, mais qui n'est présent que dans un tiers des communes, par exemple, de Gironde. Est-ce que vous pouvez partager ce credo? Est-ce qu'il y aurait un besoin en dehors des grandes villes et des principaux bassins d'emploi? Oui, sur les besoins, comment dire? Je ne sais pas si c'est mon micro. Voilà. Quand on vit vraiment au cœur des territoires et en contact permanent, ben, on s'aperçoit que ces besoins, ils existent. Effectivement, il y a des jeunes sur tous les territoires et la question de savoir comment ils peuvent poursuivre leurs apprentissages sans nécessairement s'en aller ou comment ils peuvent venir suivre un apprentissage spécialisé dans une matière ou une autre qui est proche de certains territoires ruraux, c'est une question qui est permanente. Il y a beaucoup de travailleurs saisonniers, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, ici en Gironde, dans les travaux de la vigne, on a aujourd'hui des phénomènes qui se développent avec des nombres importants de personnes qui travaillent, qui vivent dans des camionnettes, quand encore ils ont la chance de vivre dans une camionnette, puisqu'en fait, historiquement, on avait tout un réseau de logements en fait, appartenant aux propriétaires viticoles, qui ont progressivement changé d'usage. Ouais, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de spécial dans les mains, je ne sais pas pourquoi. À moins qu'il y ait quelque chose de spécial dans le système de son quand même. Bon, en tout cas, le réseau des travailleurs saisonniers qui ne sont pas dans le même emploi toute l'année, qui sont en emploi grosso modo 9 mois sur 12, c'est un vrai problème en Gironde et c'est un vrai problème d'habitat insalubre ou de fortune, voire de non-habitat. Je pense que... J'ai un truc. Et je pense qu'en fait, ces personnes, elles font le travail de la vigne qui reste un des secteurs économiques très importants de ce département. Donc je ne vois pas comment on peut passer à côté, mais aussi en territoire rural, on se sépare, on vieillit. Bon bref, tout ce qui a pu être évoqué par Emmanuel Cosse, par Alain Rousset, en fait, la vraie vie de tous les jours, c'est ça.
Et du coup, les besoins, ils sont évidemment présents. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que comme l'État nous demande fréquemment un tas de justifications pour expliquer qu'on continue à travailler en milieu rural, puisqu'en fait Gironde Habitat n'a jamais cessé, évidemment, même dans les périodes où les financements étaient très clairement fléchés ailleurs. En fait, on s'aperçoit que si on regarde le rapport entre la demande, et non pas le nombre de logements sociaux, mais le nombre de logements sociaux qui se libèrent ou qui sont livrés, c'est-à-dire l'offre réelle, mais finalement, la difficulté d'accès au logement social, elle est au moins aussi importante en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc certes, si on regarde juste le fichier de la demande, on regarde où habitent les gens qui demandent, 80% demandent la métropole, ok. Par contre, si on regarde qu'est-ce qui se passe réellement, qui sert le logement social, à qui on répond, et est-ce que cette réponse est équitable? Mais la réponse, elle n'est pas équitable aujourd'hui en territoire rural. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui me semblent cruciaux. Après, tout le monde en a parlé, mais la reprise des centres-bourgs, la reconquête, c'est une nécessité absolue, sans quoi, qu'on le veuille ou non, le territoire va dévisser complètement, le territoire hors métropole, et on aura toujours plus de difficultés à se loger dans la métropole, une qualité de vie toujours plus faible, et on aura un grand jardin en friche autour. Je pense que c'est une perspective qu'aucune collectivité n'accepte aujourd'hui, ni les collectivités rurales, ni la métropole, ni le département qui a toujours porté ici une politique pour éviter d'avoir une Gironde à deux vitesses et toujours mis l'accent sur l'équité de traitement des territoires et sur l'aménagement des territoires ruraux et littoraux. Très bien. Monsieur Pascal Cos, puisqu'on parle logement social sur les territoires ruraux, aborder... Oui, on change la bonnette. C'est ça. Aborder ce thème-là, c'est en réalité aborder de nombreuses thématiques qui sont liées à cela. C'est parler d'aménagement du territoire. Vous qui êtes président du conseil départemental de Corrèze, cela veut dire qu'il faut mettre en place bien d'autres choses. Par exemple, un plan d'accélération du numérique que vous avez mis en place. Et ça, c'est une appréhension globale, évidemment, et pas une seule partie du problème. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Alors sur cet aspect numérique plus particulièrement, mais moi je souhaiterais quand même revenir de manière plus large et plus générale sur cette question du logement, parce que je pense qu'il faut le replacer dans un contexte peut-être bien plus large qu'on le pose là. Mais sur l'aspect du numérique, le choix que nous avons fait en Corrèze, c'est de faire du 100% fibre pour avril, mais ça sera juin 2021. 100%, c'est pas le 100% des opérateurs nationaux classiques. C'est du 100% jusqu'aux stabulations à vaches au milieu des bois, quoi. C'est-à-dire quelque chose qu'encore personne n'a jamais fait et qui restera à peu près l'intégralité des prises qu'il y aura à faire sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on ne peut pas défendre la ruralité et lorsque on a à conduire une politique, mais commencer à faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire pleuvoir là où c'est toujours mouillé. C'est-à-dire là où on a déjà du VDSL, où on a du débit, eh bien on revient mettre de la prise à l'habitant ou à l'entreprise. Non. Donc on commence par des choses compliquées. La première commune que nous avons ouverte, c'est une commune qui s'appelle Palis, 282 prises. 282 prises, 77 km de fibres déployées. Alors vous allez me dire, Gabji, peut-être, mais est-ce qu'un habitant de Palis n'a pas le même droit devant l'équité numérique que n'importe quel habitant de la ville centre, de Tulle ou de Brive ou de Bordeaux ou de Paris, qui d'ailleurs sera peut-être moins bien desservi que cette commune-là. Et donc, ça c'est la preuve par l'exemple aussi. Ensuite, je ne vous parle pas des délais, parce que ce qu'on est capable de faire sur le plus compliqué, c'est-à-dire accéder au plus profond du rural, on n'est pas capable de le faire en ville avec des opérateurs nationaux qui ont 10 fois plus de moyens. Donc c'est pas toujours qu'une histoire de moyens, et ça a été rappelé tout à l'heure, comme pour l'habitat. C'est une histoire de volonté politique. Et moi je salue la métropole et la ville de Bordeaux de prendre des décisions courageuses. Et c'est la preuve par l'exemple qui fera évoluer les choses. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et surtout pas avoir peur d'avoir raison trop tôt. Et donc, ce rapport-là à la fibre, il est majeur. Pourquoi ? Parce que dans la dimension de l'habitat, au-delà des résidences secondaires qui sont nombreuses et qui, à mon avis, effet Covid,
qui n'était pas prévu forcément au départ, hein, mais vient renforcer ce côté-là, il y aura beaucoup plus de gens qui souhaitent revenir vivre à la campagne et revenir vivre sur des territoires où il fait... voilà, c'est vrai que recréer une salle de réunion ex nihilo dans un parc public à Bordeaux, ça m'interroge. Je ne trouve pas ça idiot d'ailleurs, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Je lui ai dit, et pourquoi on va au milieu du parc public? Et oui, c'est vrai. Et ça pose une autre question, c'est la question de la ville à la campagne à la ville. C'est ce qu'on veut tous faire. Imaginez qu'on va se nourrir en mettant 3 haricots verts et quelques tomates dans le petit truc que l'on a devant sa fenêtre. Hein, c'est bien. Mais il est beaucoup plus intelligent d'imaginer que c'est beaucoup plus facile d'amener la ville à la campagne. Et que la complémentarité entre les deux, elle est fondamentale. Parce qu'on parle beaucoup du défi démographique, on parle beaucoup du défi écologique, il est réel. Le défi environnemental, c'est le défi majeur. Mais j'aimerais qu'on ait des Greta et bien d'autres porte-voix sur la question du défi démographique. Parce que le défi démographique, on est en train de le passer sous silence. Et si j'ai écrit et demandé un rendez-vous à Pierre Urmic dès son élection à la métropole, c'est que je trouve que c'est une chance pour notre pays que les écologistes soient à la tête des villes et des métropoles. Parce que c'est peut-être la première fois où on pourra retrouver un équilibre entre la volonté de décroissance de ces métropoles et de ces villes, qui aujourd'hui, sans rien faire, concentrent à peu près tous les moyens et ont un développement qui est induit et qui est facile. C'est très facile de gérer, plus facile de gérer la croissance. Et donc, la vraie question, moi, que je pose derrière la question du logement, qui aujourd'hui représente 50, 60% ou 70% du budget des ménages, et donc qui étouffe le pouvoir d'achat. Ça, on n'en parle pas quand on parle de loyer, le couple loyer-charge, et ainsi de suite. Et donc, la question pour moi, c'est de savoir si la décroissance, et c'est certainement le deal que l'on a à faire avec les écologistes aujourd'hui, c'est est-ce que la décroissance, elle est individuelle et globale, ou est-ce que la décroissance, elle est individuelle parce qu'on va souvent loin dans un certain nombre de sujets, mais pas forcément globale parce qu'autrement on va rajouter un handicap majeur dans le défi démographique qui est devant nous, tant sur le vieillissement de la population en milieu rural que sur l'accroissement de population. Et donc moi je pense que nos territoires ruraux, c'est la complémentarité de nos métropoles. Mais c'est pas, comme le dit Alain, j'ai beaucoup apprécié son discours, Alain Rousset, c'est pas la question de Pessac par rapport à Bordeaux. Ça, c'est du foutage de gueule. C'est la question de la Creuse vis-à-vis de Bordeaux, de la Corrèze vis-à-vis de Bordeaux, vis-à-vis aussi d'autres territoires, Biarritz, sur les aspects littoraux, ou La Rochelle et bien d'autres. C'est-à-dire, quelle solution on trouve globalement pour faire en sorte qu'on ramène de l'emploi dans nos territoires ruraux? Parce que la question, c'est comment on peut ou comment on va pouvoir vivre là où ou travailler là où on veut vivre, pour être beaucoup plus précis. Et donc, c'est bien beau de dire on va faire des logements, on va faire ci, on va faire là. Mais le sujet, il faut aussi le prendre par ce côté-là. C'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que on ne construise pas toujours plus. Quand je vois une usine de 2000 salariés de Thales qui se construit sur des terres, de très bonnes terres en bordure, en périphérie de Bordeaux, alors qu'on pourrait conforter les sites de 200, 300 emplois qu'on a sur quelques villes moyennes qui sont dans nos territoires ruraux, ça change fondamentalement la donne. Et si à Tulle, vous passez, si vous ramenez 1000 emplois sur Tulle, vous ne ramenez pas 1000 emplois intrinsèquement, vous ramenez aussi la capacité à créer du logement, l'artisan qui va avec, ainsi de suite. Vous ramenez aussi la capacité d'avoir des mobilités douces. C'est-à-dire qu'on est dans un progrès global. Parce que comment voulez-vous aujourd'hui, une petite ville comme Naves, qui est à 5 km de Tulle, mettre un transport tous les jours, alors qu'il y a 3 personnes qui vont l'utiliser? S'il y a une petite usine, s'il y a une petite entreprise, s'il y a, et pas que sur la réindustrialisation de la France, qui historiquement était dans les territoires ruraux. Pourquoi? Parce que la désertification rurale faisait que, on embauchait les paysans pour aller là. On a un peu oublié tout ça. Et donc,
C'est véritablement ces sujets-là. Et on ne peut pas prendre le logement comme quelque chose qui va dynamiser le reste. C'est-à-dire que ça peut qu'être au cœur d'un projet beaucoup plus global. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de se reposer en termes d'aménagement du territoire. Moi, je ne crois pas beaucoup à un grand commissaire au plan et compagnie, ronron, flonflon, on ressort toutes les vieilles recettes avec tous les trucs. C'est très bien tout ça. Moi, je crois à la preuve, par exemple. Et si quelques élus sont capables de faire la démonstration de cette véritable sédimentation, pas celle du nouveau monde, celle du monde réel, pas celle du monde virtuel, celle de ceux qui sont des acteurs des choses. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et quand je vous dis qu'on est capable en Corrèze de faire du 100% fibre, décidé au mois de juillet 2016, fini au mois de juin 2021, on est dans la capacité à faire. Et quand je vous dis que, au-delà de ce projet-là, on est capable d'en faire un véritable service public, on a réinventé les PTT sans les travailleurs tranquilles. Parce que derrière, on exploite nous-mêmes le réseau. Et c'est Orange qui vient mettre 14,30 € par box par mois qui reviennent à la collectivité pour réinvestir dans le logement et dans d'autres choses. C'est-à-dire, c'est aussi croire au service public et à l'aménagement. Et donc, aujourd'hui, au-delà des clivages que l'on veut avoir, et assez faciles, entre un mec de droite, un écologiste d'urbain, les bobos, les paysans, machin truc, je pense que si on additionne nos capacités à faire, eh bien, ça nous évitera de parler des sapins morts ou de bien tout un tas de conneries qui sont superficielles par rapport à ce que l'on a à faire concrètement pour pouvoir sauver nos territoires. Donc moi, c'est ici à Bordeaux un véritable appel pour qu'on puisse vivre, travailler là où on veut vivre, faire en sorte qu'on puisse décongestionner un certain nombre de métropoles ou d'endroits qui aujourd'hui sont surfaits, y compris sur le plan touristique. Y compris sur le plan touristique. Et on a la place. Et soit on bâtit ce projet-là, déjà à l'échelle de notre petite région, et puis on fait un petit laboratoire, et l'habitat, il y a toute sa place, parce que c'est l'habitat, c'est majeur sur le sujet. Voilà, donc moi, voilà surtout le message que je souhaitais faire passer sur l'instant. C'est l'appel de Bordeaux de Pascal Coste. Et justement, alors je vais laisser la parole dans un instant à Madame Rouette pour voir un peu le regard que vous portez sur ce que vient de dire Monsieur Coste. Mais simplement d'abord, je voulais entendre Madame Ajon sur ce point, puisqu'il a été question d'un deal entre Bordeaux et des territoires plus ruraux. Est-ce que vous êtes prête justement à aller vers ce deal et de quelle manière ? Alors ce deal qui repose sur les solidarités humaines et territoriales, en fait, la base du département, que j'entends bien derrière, en effet, votre discours. Bien sûr que la métropole et la ville-centre en a un enjeu, mais un enjeu aussi pour elle-même, et énormément avec les bailleurs, parce que la question du logement est prioritaire sur les métropoles et les villes-centres pour créer l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on est devenus les miroirs aux alouettes et les villes répulsives, ou répulsives exclusives, on va dire, pour des populations qui repartent vers un milieu rural, là où il n'y a pas d'emploi en effet, là où il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour garder les enfants parfois, ou même avoir une vie familiale, et du transport. Comment rééquilibrer tout cela ? D'abord en créant une offre qui permet de résoudre le parcours résidentiel des familles et des Bordelais et des habitants girondins et aquitains et néo-aquitains sur le territoire. Et ça, c'est une chose qui est complètement en panne sur la métropole bordelaise. Donc c'est là qu'il faut en effet que nous soyons acteurs, c'est-à-dire que nous ne renvoyons pas les populations vers les autres territoires uniquement parce qu'ils n'ont pas de logement, mais parce qu'ils ont un besoin d'aller vers ces territoires, ou une envie, ou un avenir qu'ils dessinent, qui peut être en effet de se mettre à l'agriculture et non pas dans la ferme, juste en bas de leur immeuble, mais bien de façon professionnelle. Donc cela, ça se fait par une offre soutenue, bien entendu, trouver des réponses pour les familles qui n'arrivent pas aujourd'hui à accéder à la propriété. Et le BRS et l'OFS sont des outils sur lesquels nous allons largement nous appuyer, et peut-être même réussir à rendre les CUS enfin vertueuses sur une ville où on n'est pas à 25% de logement social et qui nous entraînait à faire vendre du patrimoine sur des territoires où il n'y en avait pas assez.
Et donc là, bien sûr, nous ne pouvons compter qu'avec les opérateurs que vous êtes pour nous permettre de bâtir ce Paris, l'ECUS, outil vertueux. Incroyable. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça. Mais je l'ai dit. Il y a des choses incroyables. Mais le BRS m'y aide beaucoup. Merci, Emmanuel. Donc il y a bien sûr cela. Et puis il y a aussi reconquérir l'existant sur nos villes, hein, et n'être pas construire la ville sur elle-même. Et pour qu'elle soit bien construite, parce qu'il y a aussi la qualité constructive qui m'inquiète énormément sur Bordeaux, hein, parce qu'on est dans des territoires qui se sont énormément construits, vite construits, avec des qualités constructives qui sont peut-être à revoir et qui m'inquiètent pour l'avenir. Et ça, on le fera aussi avec vous, la réflexion de l'avenir de ces zones de construction rapide, les futures copropriétés dégradées que nous voyons tous arriver à grand renfort. Si la ville de demain ne veut pas avoir des poches de grande pauvreté qui se construisent, peut-être qu'elles viendront d'ailleurs répondre à un manque de logement des territoires ruraux, hein, de ce qui s'est fait pendant un temps à l'inverse. Nous avons besoin de réfléchir à l'avenir de ces territoires, et ça, nous ne pouvons pas le faire, nous le savons très bien, sans les organismes HLM et la qualité que vous avez d'aller chercher le patrimoine en grande difficulté. Vous l'avez déjà prouvé sur la métropole girondine et bien ailleurs, donc nous aurons besoin de vous. Et puis, c'est aussi, j'essaye d'être rapide, c'est la gestion en diffus. Parce que construire la ville sur elle-même dans une ville comme Bordeaux, c'est aussi aller construire en diffus. Et donc, ça existe déjà, hein, c'est la reconquête du centre historique, tout ça, vous la connaissez par cœur. Mais c'est aussi pour vous un avenir et un pari pour l'avenir sur lequel je pense que la ville et les pouvoirs publics doivent vous accompagner et chercher des outils innovants. C'est la gestion de ce patrimoine diffus, qui est une grande particularité que les organismes savent moins bien faire, et vous en exprimez parfois la difficulté, et je le comprends grandement pour l'avoir fait. Donc là aussi, comment avec vous, nous innovons pour vous permettre de nous aider à reconquérir les centres historiques, l'ancien, tout en ayant des outils de gestion de proximité, de qualité sur ce patrimoine-là. Et donc là, ça, c'est aussi des outils d'innovation que nous devons construire avec vous. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi rendre le logement accessible à tous, c'est aussi le comprendre pour tous. Et donc aussi, je pense pour les propriétaires comme pour les locataires, avoir accès à l'information et à la totalité de l'information. Et donc ça, c'est la maison du logement public et de l'hospitalité que nous voulons créer pour permettre à chacun d'être acteur dans son propre logement, être acteur de la rénovation thermique, mais aussi de son parcours résidentiel, et peut-être être en capacité ensemble de créer un sujet qui a été souvent compliqué, un guichet de demande unique d'enregistrement sur Bordeaux. Voilà. Partout, nous vous attendons. On va beaucoup se voir, j'espère. Merci. Madame Roued, vous êtes conseillère régionale en charge du foncier. Vous avez piloté la rédaction du Stradet. Vous êtes présidente de l'établissement public foncier d'État Nouvelle-Aquitaine. Votre regard sur ce qui vient d'être dit par les deux derniers intervenants, et en particulier sur la nécessité d'un travail concerté entre des territoires très différents. Eh bien, en effet, c'est indispensable d'entrer sous le prisme de l'aménagement du territoire, qui permet de croiser tous les sujets dont on a parlé et dont l'habitat n'est qu'une variable. Ce fameux Stradet, qui a été complexe et difficile à mettre en place, mais sur lequel on peut maintenant s'appuyer, sa première fiche, la fiche numéro 1, c'est la fiche des usines à la campagne. Donc c'est un choix que l'on a fait et qu'Alain Rousset a exprimé de façon très forte pour justement expliquer que ce qui allait entraîner ensuite tout un aménagement du territoire équilibré, ça serait cette capacité à créer de l'emploi partout en Nouvelle-Aquitaine, y compris dans les zones les plus rurales ou les plus détendues. Ce qui est certain dans ce que l'on constate maintenant, et après avoir sillonné toute la Nouvelle-Aquitaine sur ces sujets-là, c'est que les sujets d'habitat, de logement et finalement de qualité de vie, ils sont complexes partout. Ils sont complexes sur la métropole, ils sont complexes dans les secteurs tendus du littoral, les communes comme Biarritz, mais ils sont aussi très complexes dans les secteurs détendus. Ils sont très complexes dans la Creuse, par exemple, parce que dans ce cas-là, il y a un déficit d'attractivité. Donc nous, effectivement, le premier sujet sur lequel on a travaillé sur le Stradet et les premières mesures que l'on a mises en place au niveau de la région, ce sont des mesures de rééquilibrage et de travailler à ce rééquilibrage territorial. C'est dans ce sens qu'on a
a la convention avec l'Union régionale HLM, c'est dans ce sens qu'on a la convention avec la Banque des Territoires, c'est dans ce sens qu'on a travaillé notre convention avec Action Logement, pour essayer d'attirer tous les intervenants à intervenir partout, pas seulement dans les endroits où c'est plus facile. L'expression de c'est pas intéressant d'arroser là où il pleut déjà, c'est une expression qu'Alain Rousset, que vous avez en commun avec Alain Rousset, parce qu'effectivement il le dit souvent. C'est la raison pour laquelle, et ça nous a attiré des foudres du préfet précédent, la région n'a pas été signataire en tant que telle du dispositif Action Cœur de Ville, arguant du fait, pour Action Cœur de Ville, il y a déjà beaucoup de dispositifs qui sont en place, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui vont intervenir, dont l'EPF, dont Action Logement, et c'est très bien. Nous, la région, on va au contraire aller là où on ne nous attend pas, c'est-à-dire on va aller sur la revitalisation des centres-bourgs et on va faire des contrats et des partenariats avec les communes, ces pôles de proximité, ces pôles intermédiaires qui, en effet, sont face à un enjeu qui est extrêmement complexe pour eux et c'est complexe aussi pour les élus. Je suis aussi première adjointe à Libourne, on est dans un énorme dispositif à Libourne de revitalisation, on bénéficie du dispositif Action Cœur de Ville, mais je sais la capacité que ça nous a demandé en termes d'ingénierie et les investissements que ça nous a demandé en termes d'ingénierie pour être au rendez-vous d'un dispositif comme Action Cœur de Ville. Dès qu'on dépasse cette zone, cette strate-là des villes d'une certaine importance, des villes de centralité, eh ben on se retrouve, et je le vis moi avec l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, face à des élus, des collectivités, des communes, des petites intercommunalités, dont le premier sujet c'est comprendre comment intervenir, qui intervient, développer une stratégie. On le disait tout à l'heure dans la table ronde précédente, l'accès au foncier il est fondamental sur Bordeaux. Et l'EPF sera au rendez-vous de la régulation sur la métropole parce que c'était un de nos axes d'intervention. Mais il est aussi extrêmement important l'accès au foncier dans des toutes petites communes. Et c'est ce que l'EPF a su développer aussi dans son historique, en intervenant y compris sur des communes rurales de 70-80 habitants, en venant débloquer des situations, certes pas chères, à hauteur de 30 000 ou 40 000 euros pour des élus, mais pour des budgets qui sont très modestes et qui n'arrivaient pas finalement à sortir des projets et rester avec des friches ou des bâtiments très dégradés dans leur petit centre-bourg, ce qui contribuait finalement à pousser les gens vers l'étalement urbain. Très bien. Une question à M. Adrien Boudous, puisque vous êtes premier adjoint à la maire de Biarritz, chargé notamment de la politique de la ville. Madame Roued a employé à l'instant l'expression « il faut que chacun prenne sa part dans le rééquilibrage du territoire, dans le rééquilibrage territorial ». Comment Biarritz peut prendre sa place en matière de rééquilibrage territorial dans le domaine du logement social, bien sûr? Bon, tout d'abord, j'ai bien écouté tous vos propos, surtout savoir un petit peu comment on pouvait accorder le territoire et surtout les citoyens par rapport à leur milieu de vie, par rapport au logement, ce qui, je pense, est essentiel d'avoir un cercle vertueux, ce que je disais tout à l'heure. Nous, Biarritz, les grosses difficultés, c'est qu'à l'ouest, on a l'océan, et ensuite, on a une pression immobilière qui est telle qu'il y a une diffusion dans le milieu rural actuellement. Donc on se retrouve avec des communes comme par exemple Ustaritz ou Cambo, qui subissent une hausse des prix qui est complètement délirante. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 12 000 euros du mètre carré pour la première ligne au niveau de notre ville à Biarritz. Et le mètre carré le plus faible, on va dire, sur le foncier, c'est environ 4 000 à 5 000 euros le mètre carré. Donc c'est très 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 compliqué de pouvoir proposer du logement à nos concitoyens. Le BRS est un levier, bien entendu. Un levier qu'on a proposé en campagne, qu'actuellement on est en train de mettre en place pour nos concitoyens. On en parlait tout à l'heure encore avec Domo France, on était en train de livrer 25 logements récemment, 200 qui nous attendent à court terme, mais nous on subit cette pression immobilière, c'est clair et net. On a beaucoup d'attentes de nos concitoyens, on a un vœu, et merci Madame Cos de souligner notre rapprochement actuel comparé à l'ancienne mandature, mais il est vrai que nous voyons de plus en plus dans une pression immobilière aussi telle, mais maintenant en fait un Biarritz à deux vitesses, avec une précarité qui s'installe, et une ville qui, comme le disait M. Rousset, est millionnaire aussi. Voilà, on est là-dedans, et c'est sûr qu'on doit avoir tous les leviers fiscaux à notre disposition, des aides aussi des bailleurs sociaux. Nous travaillons aussi avec le COL actuellement à Biarritz, mais il est vrai que de toute façon, il va falloir proposer des choses, tout courant politique confondu, comme vous le disiez, Madame Ajon, ou toute perspective future, puisqu'on sort d'une crise. Et actuellement, je pense qu'il faut qu'on s'accorde en fait tous pour pouvoir proposer quelque chose d'acceptable, et puis surtout un milieu de vie, en fait, une qualité de vie.
Et c'est ça qui est vraiment, on va dire, la tension que nous pouvons avoir sur notre territoire, c'est notre milieu de vie. Madame Cos, vous souhaitiez réagir, je crois, aux propos de Monsieur Boutous. Oui, parce que déjà, j'avais oublié que Biarritz, c'était à ce niveau-là de prix. Mais ça montre bien, quand vous parlez de Biarritz, que en fait, nos problèmes de logement et de logement social, d'accès au logement, en fait, il faut regarder ça dans toute sa dimension. C'est-à-dire que si à Biarritz, on n'arrive pas à réguler le marché des résidences secondaires, je m'excuse de mettre les pieds dans le plat assez franchement, et la question d'Airbnb qui est en train de phagocyter une grosse partie des logements, on fait en effet ce que vous constatez, c'est-à-dire une ville où il y aura du parc social qui offrira ce qu'il peut offrir et qui sera entretenu. Et on va aussi avoir de l'habitat privé ancien, en plus classé, parce qu'il y a un patrimoine à Biarritz important. Et moi, il se trouve que j'étais à Biarritz, en effet, il y a 3 semaines, j'ai vu des trucs un peu bizarres, où on voit de l'habitat insalubre qui est en train d'arriver, avec des ménages qui vont rester là et qui vont en plus, en effet, avec des problèmes de coûts très chers pour pouvoir répondre à vos besoins. Et c'est pour ça, alors, vous voyez, c'est même pas une histoire de nos appartenances partisanes, de nos engagements politiques, mais on voit bien que dans des villes comme Bordeaux ou à Biarritz, la question du logement, elle a été au cœur des enjeux municipaux récemment, et c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui la question qui se pose, c'est où est-ce qu'un employé municipal peut se loger, est-ce qu'il peut se loger dans sa ville ou on va dire autour de sa ville, et aujourd'hui il ne peut pas, en fait, dans des communes où on n'arrive pas à réguler. Et de ce point de vue-là, c'est très important. Et c'est pour ça, il se trouve que je m'étais un peu fâchée que certains élus, pas vous, hein, certains élus de la région, quand j'ai imposé qu'on fasse un établissement public foncier pour la Nouvelle-Aquitaine. C'était parce que c'était une des missions que m'avait donnée le Premier ministre à l'époque, il y avait un certain nombre d'établissements publics d'État fonciers qui étaient Île-de-France, PACA, Bretagne, et puis il y avait des gens qu'on n'avait pas. Et le Premier ministre m'avait dit, écoute, maintenant ça suffit, il faut donner ces outils aux élus, qu'ils en veuillent ou non, et ils en feront ce qu'ils veulent. Et j'ai pas suivi comment ça s'est passé aujourd'hui, mais pourquoi j'en parle, c'est parce que demain, par exemple, reprendre des fonciers d'habitat insalubre au centre de Bordeaux, s'il n'y a pas de portage foncier au long cours, moi je sais pas comment on fait. Et on pourra avoir des bailleurs sociaux, la Caisse des dépôts, des promoteurs privés qui mettent de l'argent. Si on n'a pas un portage foncier au long cours, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'un établissement public foncier. De la même manière que le BRS, pourquoi est-ce que vous trouvez ça formidable ? Et je le crois aussi, c'est parce que c'est la première fois qu'on a un outil qui nous permet de démembrer et donc de dissocier l'achat du bâti du foncier, et que ça nous permet donc de minorer. Il ne faut pas non plus croire que c'est la panacée. On minore de 20% le prix. Mais c'est très intéressant en zone tendue comme en zone non tendue, et je tiens à le dire aussi, ça amène aujourd'hui il y a des OFS en zone non tendue qui font du logement pour des ménages qui sont smicards et qui ont besoin d'accéder à la propriété dans leur région. Mais ça montre bien quand même que, et c'est peut-être ça aussi que la crise doit nous apprendre, c'est qu'on ne doit pas être simplement dans notre silo de là où on est. Bailleur social, promoteur privé. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Les bailleurs sociaux, ils ne distribuent pas de dividendes, ils ne rémunèrent pas des actionnaires et ils n'ont pas des fonds d'investissement qui les gouvernent. Non, mais ça aide. Ça aide à penser un peu mieux. Et puis, par ailleurs, on est un peu obligé de placer nos fonds sur 100 ans. Donc, ça aide à faire autrement. Mais on a quand même besoin de tout le monde. Et surtout, on a besoin d'être soutenu pour faire tout ça. Parce qu'en fait, les défis que vous soulevez sont immenses. Et en même temps les besoins ils sont criants maintenant. Madame Roued, sur ces questions, on est évidemment au cœur du questionnement de cette table ronde. La concurrence sur le foncier et le prix du foncier sont au fond la clé de l'équilibre des opérations. Est-ce que l'établissement public foncier peut travailler avec les organismes HLM, mais beaucoup plus globalement, comment réguler le foncier ? C'est indispensable parce que c'est le premier sujet. Et effectivement, l'EPF, il va bien. Alors, il était fort de son existence en Poitou-Charentes depuis 10 ans où il avait fait ses preuves. Il avait démontré d'abord qu'il avait des finances saines et une capacité d'intervention. Et dans les zones très tendues, on avait commencé par La Rochelle, notamment par l'île de Ré, enfin des zones où c'était pas simple de pouvoir acquérir du foncier à prix régulé. Sur Poitiers aussi. Et puis, petit à petit, cet établissement public foncier, il avait montré sa capacité d'intervenir, je le disais, dans des zones plus rurales ou dans des zones plus
plus éloignés ou dans des secteurs où, au contraire, il y avait beaucoup de friches. Grosse capacité d'intervention à Cognac, par exemple, grosse capacité d'intervention à Angoulême, hein, le centre-ville d'Angoulême, qui a beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup de sujets et de contraintes. Donc il avait montré sa capacité, et on l'a étendu effectivement à toutes les zones de Nouvelle-Aquitaine où il n'y avait pas d'EPF. Donc on a respecté l'existence des EPF locaux qui avaient déjà leur capacité d'intervention, même s'ils ont des modalités d'intervention un peu différentes entre l'EPF des Landes et l'EPF Pays Basque, par exemple. On a clairement des difficultés. Mais sur le 64, vous avez un super établissement public foncier local, très actif, et notamment actif sur le BRS et sur l'OFS. Donc oui, ça, l'établissement public, il peut intervenir, il a des capacités, il a des moyens, il a une ingénierie, donc il vient combler finalement tout ce que les collectivités ont parfois du mal à dégager. Mais il faut bien savoir le positionner. Notre premier sujet, c'est de la pédagogie, et on doit toujours et encore continuer cette pédagogie, parce que c'est vrai que les élus, et j'en suis, ont parfois tendance à confondre un EPF et une banque. C'est pas le sujet. Il faut que l'intervention de l'EPF se fasse dans le cadre d'un projet de territoire, dans le cadre d'une sortie de projet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir n'importe où, parce que sinon, on revient à faire de l'acquisition foncière que l'on porte longtemps pour rien, pas faire de sortie de projet, et ça ruine l'ensemble des capacités d'intervention. Et surtout, bien comprendre que l'EPF, il s'arrête avant l'aménageur. Il n'est pas aménageur. Donc évidemment qu'il a besoin des bailleurs et de conventionnement et d'une bonne entente avec les bailleurs sociaux qui, eux, vont faire la sortie d'opération. Il a besoin de travailler avec toutes sortes d'aménageurs, et même avec les aménageurs privés, évidemment, bien sûr, pour réussir à sortir des sujets. Mais surtout, l'EPF, il est au service des projets des collectivités. Donc c'est là où il faut faire un vrai travail de fond, et un travail de fond aussi dans les zones rurales. C'est plus facile d'aller sur de l'étalement urbain et du lotissement, c'est plus facile optiquement, c'est plus facile à première vue, mais finalement ça coûte plus cher, ça coûte socialement aux gens qui y habitent, et ça coûte plus cher aux collectivités aussi. Il faut tirer les réseaux, il faut des lignes de bus, il faut amener la fibre, et finalement c'est pas forcément une bonne option, alors que la revitalisation des centres-bourgs, la reconquête du bâti existant, eh bien ça offre plus de garanties durables, on va dire, mais c'est plus compliqué, c'est plus cher, et là aussi l'EPF, les bailleurs, Action Logement, tout le monde doit être au bon niveau. Vous parliez justement de ces logements sociaux en zone rurale, monsieur Coste. Le parc HLM, chez vous aussi, est en perpétuelle mutation. Quel rôle joue-t-il sur votre territoire? On écoutait tout à l'heure les écueils, justement. Alors, juste sur l'EPF, Emmanuel disait, au moment où le Premier ministre t'a dit, bon, il faut y aller. Heureusement, parce que nous, on n'y serait jamais allé autrement. Nous, ce qui nous a le plus remonté, c'est que ce soit toujours d'en haut qu'on décide de ce que l'on veut faire en bas. Et donc, voilà. Et on a toujours été un peu précautionneux vis-à-vis des gestions des pictos charentais. Parce que, voilà, donc on s'était dit, si c'est comme la région, ce sera peut-être compliqué. C'est bien meilleur, et tant mieux. Il fallait bien rigoler un peu. Plus sérieusement, et l'outil est indispensable, et il sait se positionner aussi correctement en fonction des projets, et ça on apprécie énormément, et on a certainement besoin d'aller plus loin. Sur des territoires comme les nôtres, heureusement qu'il y a les bailleurs sociaux, parce que s'il n'y avait pas nos offices départementaux ou de certaines villes, voilà, le problème c'est qu'on a des surfaces financières qui sont très très faibles. Lorsque vous êtes dans un département comme le nôtre, où vous avez un loyer moyen de 346 €, que vous prenez une grande idée, on l'a expliqué en long et en large à Macron, et que vous prenez entre 50 et 70 € dans la figure, mais qu'est-ce que vous voulez loger des gens pour pour 250, 260 €, même en milieu rural. Hormis les mettre dans une passoire thermique, c'est quand même le cas pour 25% de notre parc qui est en G, classé G, hein, et F, c'est énorme, mais il faut le regarder un peu partout. Hein. Je suis sûr que c'est pas bien meilleur ailleurs, hein, mais il faut être capable de regarder les choses en face. Mais comment voulez-vous passer un logement qui est en G aujourd'hui ou en F, sur lequel il faut remettre 25 000 € qui revient à l'artisanat local, pour le refaire passer en E, avec la RLS sur le dos. Enfin, c'est antisocial, quoi. C'est complètement à côté
on a béné à côté de l'objet. C'est une grande idée qui marche certainement à un certain nombre d'endroits, mais qui méprise, encore une fois, des territoires comme les nôtres. Donc, enfin, ça marche peut-être nulle part. Non, mais j'en sais rien. Je pensais que... Bon, oui, voilà. Bon, mais enfin, il y a d'autres choses comme ça qui ne marchent pas. Il faudrait peut-être que les Français sachent s'en rappeler un moment ou un autre. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on n'avait pas le parc porté par les bailleurs sociaux, par nos sociétés HLM, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques, ça ne fonctionnerait pas. On n'aurait pas du tout de capacité à loger les gens correctement. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est le rénover. On a des gros enjeux de déconstruction parce qu'une grosse partie du parc date des années avant 90, même bien avant. Et donc il y a quand même des gros enjeux en la matière qui permettent aussi de reconquérir des espaces urbains sans retoucher à l'artificialisation des sols et autres. Mais là aussi, c'est un coût. Et qui vient se rajouter. Même si le foncier intrinsèquement coûte pas cher, la faiblesse des loyers qui en a découlé fait qu'on est quasiment dans la même situation que des endroits où le foncier pèse énormément et où on a des loyers qui sont prohibitifs. Donc moi, voilà, nous on raisonne beaucoup plus loyer-charge, quoi. Et je pense qu'on devrait dans ce pays beaucoup plus raisonner loyer-charge et avoir une politique sociale, des aides sociales notamment, qui soient liées au couple loyer-charge. Parce qu'en fait, on ne le raisonne pas, quoi. Et des gens vont acheter un loyer, vont récupérer un logement qui n'est pas très très cher, mais derrière, vite, ils rechangent parce que ça ne va pas. Et donc là, je pense qu'il y a des pistes d'amélioration sur le plan national, enfin les législateurs, pour qu'on puisse faire évoluer. Il aurait certainement mieux valu faire ça que de ponctionner sur les loyers, parce qu'au final, voilà. Donc l'enjeu pour nous, il est véritablement celui-là. Comment on rénove ce parc-là? Et ensuite, comment on fait revenir de l'emploi sur nos territoires pour pouvoir le développer, parce que le développement du parc, il repasse par l'emploi. Et notamment, dans les centres-bourgs, comme dans les centres-villes, Alain Rousset parlait tout à l'heure, c'est vrai, de l'empilement entre les cœurs de bourg, les cœurs de ville, enfin, les bourgs structurants, et ainsi de suite, ce qu'on peut faire au niveau des départements sur des localités un peu plus petites, c'est comment on gère les rez-de-chaussée. Et comment on remet notamment des personnes handicapées, des personnes un peu plus vieillissantes dans les cœurs de bourg, quoi. Et qui sont les premiers consommateurs. Si on n'arrive pas à retrouver un équilibre entre les deux, ça va être compliqué. Et donc il faut que dans la... Moi je partage ce qu'a dit Alain tout à l'heure sur la nécessité que nos offices ou nos sociétés HLM de manière générale puissent devenir ces acteurs d'aménagement locaux et qu'elles aient suffisamment de surface financière qui leur permettent de traiter, au-delà du logement, la question du rez-de-chaussée avec le commerce ou pas, la question du parking aussi, parce que même si en ville, on peut peut-être imaginer la ville sans voiture, ça je l'entends, ou avec des solutions plus faciles, dans nos petites centralités, ça restera compliqué. Et si on n'a pas, notamment pour les gens qui sont qui sont un peu plus reculés, des personnes un peu plus âgées, qui sont un peu plus reculées dans nos communes, si on veut les faire revenir dans les centres-bourgs, il faut aussi pouvoir traiter la question du stationnement et autres. Et donc, voilà, et donc on a véritablement besoin, et moi c'est ce qu'on veut essayer de faire au niveau de la Corrèze, de repositionner nos structures HLM comme des aménageurs, quoi. Et comme les SEM de développement ou d'aménagement locaux, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir ces outils-là. Alors on dit, ah ouais, mais ils n'ont pas la surface financière. Mais bien sûr, on les a étranglés depuis des années. Et la CGDLS et compagnie, vous ne pouvez plus rien faire quand vous êtes dans ces procédures-là, parce que pour remuer un stylo, il vous faut la décision à 2 ans, quoi. Donc c'est des trucs, c'est certainement nécessaire, mais c'est d'une bureaucratie qui finit de tuer le malade, quoi. C'est-à-dire qu'on lui met la perfusion pour être sûr que de toute façon, elle n'est pas près de l'enlever, la perfusion.
Merci beaucoup, Monsieur Coste. On va passer aux questions du public dans 4 minutes simplement. Oui, je donne la parole à Madame Boulmier et juste après à Madame Monnier qui souhaitait ajouter quelque chose également. D'abord, moi je m'associe aux propos que vient de tenir Pascal Coste, parce que ça pose quand même le sujet qu'on va traiter dans la table ronde suivante, bien entendu, celle de la transition environnementale et de la transition énergétique. Néanmoins, ça pose essentiellement le sujet de l'emploi ou du pouvoir d'achat. Et donc, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, parce que ce que disait Emmanuel Coste il y a un instant à propos de Biarritz, où peuvent se loger les travailleurs clés à Biarritz. Mais on est en plein dedans. Ça n'est pas le même sujet, évidemment, à Tulle ou à Ussel qu'à Biarritz. Néanmoins, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Parce que nous sommes garants de quoi? Mais nous sommes garants de la mixité sociale. Ça aurait l'air de quoi un parc relégué à l'accompagnement des plus fragiles et des plus vulnérables? Ça n'a de sens que dans la mesure où nous avons l'ambition que les populations et les habitants se rencontrent. Pour ma part, dans mon département, je suis engagée dans l'accueil des plus démunis, l'hébergement, vous savez. Mais quand on me dit, par exemple, je ne veux faire d'offense à personne, mais quand on me dit le logement d'abord, mais bien sûr que c'est une ambition que nous avons tous. Néanmoins, je peux vous assurer d'expérience et avec tristesse que vous ne mettez pas quelqu'un que vous recueillez de la rue dans un hébergement, dans un logement autonome, sans un accompagnement fort. Ça n'est pas possible. C'est un leurre et c'est un échec. Et donc, moi, mon appel à moi, si vous me permettez, mes chers amis, c'est que nous soyons pragmatiques pour être efficaces. Ça n'enlève aucune de nos convictions, ça n'enlève aucune de nos ambitions. Mais néanmoins, et c'est ce qui me ravit, moi, des échanges que nous avons, parce qu'on vient tous d'univers différents. Et franchement, je trouve qu'il y a une conjonction d'objectifs qui me donne confiance. Madame Monnier, avant de passer à quelques questions éventuelles. Je voulais juste répondre à Monsieur Coste qu'en fait, dans le monde HLM local, dans la région Aquitaine, il y a déjà un nombre important de bailleurs sociaux qui sont en capacité d'être aménageurs. On est au moins 3 ou 4 à avoir déjà reçu l'agrément OFS. On est au moins 4 ou 5 à avoir développé des compétences de syndic. De mémoire, il y a une SEM locale qui a aussi développé des choses sur la gestion en masse de pieds de porte et de commerce. Et puis on en fait tous, on est tous, enfin là aussi je regarde, on est au moins 4 ou 5 à savoir faire ça. Et en fait, ce qui nous manque, c'est d'être clair sur les objectifs de reconquête, sur les lieux, sur les priorités, sur l'interpellation un peu cash de ce matin de Muriel Boulmier, pour juste pouvoir nous organiser, parce qu'en fait on est en capacité de coopérer, on est en capacité de transférer des compétences, voire de travailler à plusieurs sur une opération, et se structurer pour pouvoir répondre à tous les enjeux. La difficulté pour nous, c'est d'avoir une lisibilité, d'être vraiment super clair sur les priorités, et après on choisirait une organisation, et je sais qu'on est capable de le faire. Des coopérations opérationnelles entre nous, elles existent déjà, elles sont appelées à se développer, on est nombreux à y travailler. Voilà, et je pense que vraiment cette question de priorisation et d'organisation, alors évidemment c'est toujours un peu douloureux les priorités, parce que ce qu'on fait en premier, ben, du coup il y a tout ce qu'on fera en second qui n'a pas tout de suite le même niveau de réponse. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est possible, on est en capacité de répondre à ça, et on est vraiment en capacité de coopérer entre organismes dans des conditions qui permettent la sortie d'opérations très complexes, y compris en centre-ville et pas seulement à Bordeaux. Alors, Monsieur Bouz et Mme Roued, très très rapidement, parce qu'on voudrait respecter l'horaire et passer aux questions. Très vite, c'est juste pour aller dans le même sens. Sur la question du foncier, il faut changer de vision et de méthode sur le foncier. On a été beaucoup, et on continue à être trop souvent, sur une approche du foncier par opportunité, par opportunisme. Et donc on fait des acquisitions foncières parce qu'on a l'occasion, parce que ceci, il faut impérativement que tout le monde rentre dans une perspective de stratégie foncière. Et ce, quelle que soit
le niveau finalement. Moi, je milite pour qu'il y ait des élus à la stratégie foncière, pas seulement à l'agglo de La Rochelle ou à la métropole, mais aussi dans toutes les intercommunalités, dans les SCOT, dans les PETR, dans toutes les possibilités d'organisation territoriale. On doit non plus imaginer le foncier au sens de l'opportunité, mais il faut le penser comme une stratégie, et effectivement, ça permettra de faire des priorités. Monsieur Boudous pour Biarritz. Moi, je voulais juste ajouter une petite chose pour compléter les propos de Madame Houlmier, par rapport aux travailleurs sociaux aussi, puisque vous parliez d'entrée-sortie. Nous, la maison du logement à Biarritz est vraiment en lien avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale, parce qu'il y a une entrée dans le logement temporaire d'urgence, pour parfois être une sortie sur le HLM, et vraiment le travailleur social a aussi toute sa place par rapport en fait, à mettre de l'huile dans les rouages, pour aussi l'accession au HLM, avec l'assistante sociale, avec tout ce qu'il en suit pour cocher les critères, entre guillemets. Mais il ne faut pas oublier l'humain et aussi oublier, bien entendu, le travailleur social qu'il y a derrière. Merci. Merci beaucoup d'avoir été aussi bref. Est-ce que parmi les personnes qui assistent à la table ronde, il y a des questions, une ou des questions? Je vais demander aux personnes qui prendront la parole de bien vouloir se présenter. Pardon. Pas de questions? Parfait, alors nous allons pouvoir... Oui, pardon. L'homme en France. Oui. Bonjour, donc Philippe Rondeau, je suis le président de Domo France. Non, c'est pas une question, mais c'est une suggestion. Et puis je regarde notre présidente régionale dans les yeux. On parle beaucoup d'aménagement du territoire. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée de faire venir l'entreprise à la campagne, entre guillemets. C'est un patron du MEDEF qui s'exprime devant vous. Et je peux vous assurer que cette vision d'aménagement du territoire et de revitalisation de nos territoires, je crois, est incontournable aujourd'hui. Ce mouvement des Gilets jaunes, la désorientation de nos populations aujourd'hui, je interpelle aussi le monde de l'entreprise. J'ai bien aimé le petit coup de patte aussi aux implantations des grands groupes en périphérie de nos métropoles urbaines et qui quelque part paupérisent le tissu urbain indirectement. Voilà. Alors je suggère effectivement, puisque je vous dis juste qu'au niveau du MEDEF, il y existe, ou en tout cas la nouvelle vague du MEDEF, où il y a quand même y compris au sein du MEDEF, des personnes qui essayent de réformer cette vieille maison qui avait vraiment besoin d'être réformée. Il existe une commission aujourd'hui qui s'appelle la Commission des territoires et du logement. Et franchement, je veux bien y participer. J'encourage vivement la région, notre représentation régionale des ESH aussi, mais à créer cette commission territoriale et logement au niveau de la région. Et je peux vous assurer que Philippe Ness, le président du MEDEF régional, y est sensible aussi. Je ne cesse de lui dire « fais-le ». Alors agissons, Pascal, effectivement, ne nous payons pas avec des mots et faisons-le. Merci Monsieur Rondeau. Merci à toutes les participantes et à tous les participants de cette table ronde. Merci de nous avoir permis aussi de respecter l'horaire puisque nous la concluons à l'instant.